Bonjour à toutes et à tous sur i24 News. L'invité de Tout est politique cette semaine est Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, chassé de Téhéran depuis 1979. Bonjour Christian Mallard. Bonjour. Bonjour Stéphane Grand. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Vous êtes éditorialiste au journal L'Opinion. Vous avez choisi tous les deux d'évoquer les attentats qui ont frappé la Tunisie, l'Isère, Koweït City et le Sinaï. Terrorisme islamiste qui s'étend partout dans le monde et conséquences directes en France. Tout est politique. Comment lutter contre l'organisation État islamique? C'est le thème de votre émission. Le 29 juin 2014, l'organisation État islamique proclamait la naissance d'un califat en Irak et en Syrie. Un an plus tard, le groupe État islamique est devenu une marque, celle de la terreur, avec un territoire grand comme le Royaume-Uni. Après Charlie, l'hypercachère, la France a vécu l'horreur, Christian Mallard, avec la décapitation de ce chef d'entreprise en Isère. Mais ça prouve que Daesh s'est maintenant implanté à l'Occident, mais à l'intérieur d'un pays, parce qu'on a eu la technique de Daesh, la décapitation. C'est la première fois sur le sol français. Donc l'horreur, la barbarie se sont installés sur notre territoire. Et je crois que... Et partout dans le monde. Et partout dans le monde. Alors justement, partout dans le monde, c'était aussi le même jour en Tunisie. Je vous propose d'écouter le président tunisien après l'attentat, quelques jours après l'attentat, Béji Caïd El-Sepsi. Regardez. Ce n'est pas un système parfait. C'est vrai que nous avons été surpris par cette affaire. Ils ont pris des dispositions pour le mois de Ramadan, mais jamais ils n'avaient pensé que ça devait se faire sur les plages alors qu'il y a des touristes, etc. Et le système de protection devait commencer le 1er juillet. Alors pourquoi la Tunisie a-t-elle été prise pour cible? C'est du hasard? Non, pas du tout. Si vous reprenez l'ensemble des révolutions arabes depuis 2011, on s'aperçoit aujourd'hui que le seul pays qui a à peu près réussi à faire une opération démocratique, c'est la Tunisie. Et donc Daesh veut déstabiliser la Tunisie. À partir de la Libye aujourd'hui en particulier, où Daesh gagne du terrain, on en a parlé dans nos précédentes émissions, et à partir de là, ils veulent complètement déstabiliser la Tunisie et puis l'empêcher d'aller de l'avant avec le tourisme. Parce Pourquoi que les plages? Tunisie égale démocratie égale Occident. Mais exactement. La France et la Tunisie marchent ensemble. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Les Français avaient promis, depuis l'attentat du Bardo, avaient promis de l'aide militaire aux Tunisiens, envoyer des hélicoptères d'attaque. On n'a rien fait. Ce sont les Américains qui ont envoyé les hélicoptères. Donc là-dessus, la France n'a pas été... quelque chose à se reprocher. A quelque chose à se reprocher. Stéphane Grand, vous vouliez ajouter quelque chose? Je partage tout à fait ce que dit Christian. Évidemment, on a un moment, la Tunisie, il y a eu cette révolution des œillets chez eux, qui font qu'à un moment, on a envie de les appuyer, de les aider. Il y a eu le Bardo, il y a eu la plage de Sousse. Et aujourd'hui, évidemment, on vise aussi l'activité économique principale, le tourisme, avec un attentat, excusez-moi, mais incroyablement bien organisé. Des gens qui arrivent par la mer, qui vident leurs chargeurs. C'est incroyable. La signature de communication de terreur de Daesh, à ce moment-là, c'est frapper l'opinion publique occidentale et arabe aussi et en même temps. Ils ont réussi. Ils ont réussi, évidemment. Et regardez, il y avait 60 000 personnes qui devaient se rendre là, dans les prochaines semaines en Tunisie. 12 800, d'après les derniers chiffres qui remontent à 24 heures, ont annulé leur voyage. Donc Daesh est en train de réussir son opération, affaiblir le pouvoir tunisien, dont le tourisme est quand même l'élément clé. Et aujourd'hui, on le voit bien, la Tunisie est dans l'œil de Daesh. Et ça va continuer. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est encore une fois toute cette partie de la Méditerranée. N'oubliez pas que Tunis est à 1h45 de Paris, 50 minutes de Marseille, même pas. Alors, dans ces attentats-là qui ont eu lieu le même jour, il y a eu l'Isère, il y a eu la Tunisie et aussi Koweït City. À chaque fois, soit pour la Tunisie ou pour l'Isère, ce sont le fait de terroristes qui ne sont pas connus vraiment des services de police. Je crois Comment on l'explique? Il faut que nous arrêtions de dire qu'il s'agit de faire de loups solitaires. Honnêtement, quand vous voyez ce qui vient de se passer, ce sont des faits qui ont été planifiés par Daesh. Grand, oui. Planifiés par Daesh. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Comment on va pouvoir traquer ces terroristes? Ce n'est pas du tout évident. Le terrorisme, il a changé tout simplement. On avait avant des cellules dormantes avec des moyens technologiques et meurtriers de bombes pour se faire sauter qui étaient sur des territoires. Donc des kamikazes. Des kamikazes. Et aujourd'hui, on a, oui, j'aime pas cette expression de loup solitaire, on a des gens, des salafistes souvent, en tout cas sur notre territoire, qui sont prêts, recevant des messages par Internet ou audio, à dire « je vais faire le plus de morts possible » ou « je vais rentrer dans les médias pour soit me faire exploser, soit égorger comme c'est arrivé dans l'Isère » et signer relativement au niveau mondial
un attentat très fort. Et C'est ce qui se passe dit aujourd'hui. Stéphane vient de parler des salafistes. Regardez la décision que viennent de prendre les autorités tunisiennes. Ils viennent de fermer 80 mosquées salafistes. Je pose la question. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose en France? Il y a un certain nombre de mosquées. On en Voilà. On en parlera avec Stéphane tout à l'heure. Alors, comment on lutte militairement, au moins, contre ces égorgeurs de Daesh? Alors, écoutez, c'est simple. J'ai rencontré des experts militaires qui me disent qu'en un mois, on peut éradiquer Daesh. Mais comment? En un mois, on peut éradiquer Daesh. Mais il y a une condition. Non, il y a une condition. Que M. Obama accepte d'envoyer des troupes au sol. Et que tous les pays qui sont membres de la coalition, dont la France et certains pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, envoient tous des troupes au sol qui vont travailler avec les avions de combat, qui peuvent aller cibler Daesh. Et en plus, il y a le jeu de la Turquie. Il y a le jeu de la Turquie qui est pervers. Et il faut que la Turquie joue le jeu. La Turquie, pour l'instant, vous savez, Erdogan a toujours considéré que Daesh était moins dangereux que les Kurdes. Donc, tant qu'il n'a pas changé d'avis, on ne pourra pas. Mais il faut avoir les Turcs avec nous. Si on a tous ces éléments, mais là je rêve peut-être à haute voix, si on a tous ces éléments réunis, il y a un moyen d'éradiquer Daesh. D'après les experts militaires. Christian a raison et il a tort, excusez-moi Christian. Il faut quand même dire que les États-Unis vont rentrer en campagne présidentielle. Qu'Obama a fini son mandat et est-ce qu'il va à un moment ou non choisir d'envoyer des troupes au sol? Il veut rester l'homme du retrait. Oui, et puis l'homme aussi du prix Nobel de la paix. Ça a marqué aussi prix Nobel de la paix, on bien sûr, on sourit, mais aujourd'hui, est-ce qu'il va appuyer entre guillemets sur le bouton pour dire au Congrès, j'envoie des hommes sur la... On ne peut pas compter sur lui. Donc on rêve là, c'est pas possible. On rêve complètement, mais les militaires le disent. Donc ça va continuer alors? Donc ça va continuer et on laisse Daesh gagner du terrain. C'est ça qui est terrible. Et des parts de marché de terreur en voyant systématiquement, quasiment le vendredi dernier, 3 attentats, Koweït, Tunisie et France. Et ça se reproduira. Et ça va malheureusement, je crois. C'est ce que vous disent les experts que vous fréquentez, Christian? Oui, ça va se poursuivre. Et c'est une guerre de très longue haleine. On est parti pour une guerre de plusieurs années? Oui, malheureusement. Alors, on continue avec... Allez-y, Stéphane, 1200 Français qui sont quand même partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Il y en a certains qui reviennent. Il y a des femmes, il y a des hommes. Mais à un moment, il y aura des loups, justement, même si cette expression est particulière, ils savent faire la guerre. Ce sont des petites franchises, en fait, ces personnages. Des petites franchises, voilà, c'est ça. Des franchisés de la terreur et qui, quand ils reçoivent un message, vont dans une école. 1200 en France, 3300 en Tunisie. 3300 qui sont partis rejoindre Daesh. Et qui sont rentrés. Pas tous. Qui représentent des menaces plus que potentielles pour la Tunisie. On continue avec ce thème. Tout est politique. On continue avec la gestion, justement, de la crise en France après ces attentats. Les questions demeurent depuis les attentats de l'Isère et de Sousse. Les autorités sont en alerte. En France, Manuel Valls a écourté une visite en Amérique du Sud et il a immédiatement pris la parole. Écoutez-le, le chef du gouvernement estime que la France est confrontée à une guerre et qu'elle risque de durer. Et que la guerre doit durer, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a déjà perdu? Non, nous ne pouvons pas perdre cette guerre. Parce que c'est au fond une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons. Une guerre de civilisation. Stéphane, pourquoi le Premier ministre lâche-t-il cette formule choc? Il a raison d'abord, c'est une guerre de civilisation. Alors ça a fait débat en France, évidemment. Polémique, mais tout est polémique en France quand on met des mots. Il a tout à fait choisi, il a travaillé cette expression. Manuel Valls, c'est le couloir droit de la gauche en France. Il dit les choses, il va au bout des choses. Il avait déjà fait un discours après le 11 janvier à l'Assemblée nationale très fort sur les valeurs républicaines. Ça continue. Il enchaîne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Vous dites guerre de civilisation, je partage en partie, mais j'irai plus loin. Moi, je dis guerre de religion. Il y a au sein de l'islam ce qu'on appelle l'islam radical. Là, ça ferait encore plus polémique s'il avait dit ça. Non, moi je dis guerre de religion. Il y a un islam radical qui est planétaire, qui est en train de gagner du terrain et qui nous a déclaré une guerre ouverte. C'est une guerre ouverte, il ne faut pas rêver aujourd'hui. En plus, on disait tout à l'heure, il y a des cellules djihadistes dormantes en France. Il y en a partout. Moi je le sais d'un certain nombre d'informations. Vous en avez à Paris, dans sa banlieue, à Marseille, à Cannes, à Nice, à Rennes, à Strasbourg, à Nantes. Je ne m'arrête pas là, il y en a partout. Besançon et Pontarlier, dont venait Yassine Sali et son comparse qui se trouve en Syrie, Sébastien Younes. C'est ma région d'origine. Besançon, Pontarlier et Vesoul, ils viennent aussi de là. La France est encerclée par des cellules djihadistes. Donc vous dites guerre de religion, Stéphane, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord que ce soit une guerre de civilisation? Alors guerre de civilisation, oui, parce qu'aujourd'hui on a deux blocs. Alors on n'a pas une armée totalement constituée, on l'a en tout cas
en Irak et sur une partie de la Syrie. Elle est là en France, elle a des commandos quelque part. C'est ce qui se passe. Elle envoie des éclaireurs. Guerre de civilisation parce qu'effectivement, c'est un choix entre démocratie et barbarie. Terreur d'un autre côté et liberté de vivre, d'entreprendre. Ce qui se passe en France, qui va peut-être arriver en Tunisie un jour, mais guerre de religion, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on est au pays de la laïcité qui est très malade en France et un Premier ministre ne pouvait pas le dire. Je crois qu'en France, on a exorcisé le cauchemar des guerres de religion, qu'on a du mal à en imaginer le retour. Mais moi, je suis convaincu à travers ce que je vois qu'on est dans une guerre de religion. Alors donc lui, c'est un habitué des formules un peu controversées. C'est un grand communiquant. C'est un grand communicant. C'est pas la première. C'est pas la première, mais l'échelon, on est monté en 6 mois. On est passé de Charlie à l'Isère. Il y a moins de morts, mais vous vous rendez compte, il y a un Français, un petit patron, qui s'est fait découper la tête par un de ses employés, et la tête... C'est des mots très durs, on n'imagine pas les prononcer un jour, et sa tête a été mise sur un grillage. C'est arrivé ici, chez nous, en France. Et ce Yacine Sali, c'est monsieur tout le monde, quelque part. Voilà. C'est un Français d'origine marocaine. Là, pour le coup, Attendez, c'est ça le problème. Comment débusquer ce type de personne? Alors si, moi j'ai dit encore une fois, je reviens à un thème dont on a parlé ensemble, Elisabeth, c'est pourquoi on ne prévient pas? On a fiché tous ces gens-là. On nous dit tous qu'ils ont été fichés. Il est même parti vivre un an en 2009 en Syrie avec femmes et enfants. Voilà. Alors, quelle est la faille? Quelle est la faille? Vous qui fréquentez les politiques, quelle est la faille? Même si on a une nouvelle loi sur l'enseignement qui est un peu plus solide que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, il y a le droit de vivre, entre guillemets, librement. Oui. Et le côté, j'ai une fiche, j'ai quelqu'un dont les signaux s'allument, jusqu'à maintenant, il était sur un fichier et on n'allait pas le chercher. Mais il est déjà en fichier, il a disparu. Comment peut-on se dire qu'une personne radicalisée s'est déradicalisée en un an? C'est ça qui est invraisemblable. En France, le problème, c'est qu'on est dans le politiquement correct. On a peur d'être traité d'islamophobe. Et je crois qu'il faut montrer du doigt l'ennemi. C'est ça le problème pour vous en France. Oui, on a peur d'être... Donc il va y avoir des morts en... On n'ose pas. Mais je pense que la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que les autorités françaises essayent de promulguer une loi sur la prévention? Parce que, regardez, que ce soit les frères Kouachi, Koulibaly, Yacine Sali et tout, ils étaient fichés depuis longtemps. C'est ce que vient de dire chaque fois, ils passent à l'action et on fait des victimes. Et le meilleur exemple, cette semaine, Adeline Hazan, pas forcément connue, socialiste, qui est la responsable, on va dire, de la vie en prison, a détricoté tout ce qui concernait les mesures prises après le 11 janvier sur... Mais pourquoi ça? Quel est le message qu'elle veut faire passer? Mais quand Manuel Valls parle de guerre de civilisation, qui lui tape dessus le plus fortement possible? C'est son propre camp, c'est à gauche aujourd'hui. Et à droite, on a applaudi. À droite, alors certains ont fait de la politique politicienne pour dire le terme n'est pas tout à fait vrai, mais globalement, à droite, on est d'accord avec ce que dit Manuel Valls. La gauche lui tombe à bras raccourcis parce qu'il y a de toute façon derrière, il y a un gros problème entre islam. On va ouvrir sur aussi ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Et de toute façon, vous avez une gauche radicalisée dans le sens où elle n'admet pas aujourd'hui en France que l'on puisse parler en mal de la religion islamique. Ils ont peur de quoi, Stéphane Grand? Mais c'est 40 ans de dogme sur l'assimilation et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on a des jeunes trentenaires ou des jeunes qui ont 20 ans qui à un moment ont vécu dans la République et qui traversent la Méditerranée et qui vont se former et qui malheureusement passent entre les mailles du filet où à un moment le clignotant s'allume et ils reviennent et on leur envoie un message. Échec total. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair, il faut qu'aujourd'hui les autorités françaises comprennent que la guerre, elle est à la fois à l'intérieur de notre pays et à l'extérieur. Ils le savent, mais peut-être sont-ils dépassés. J'ai peur qu'ils soient dépassés. Mais enfin, donnons-leur une chance quand même. On a besoin d'être tous ensemble. Allez, on passe aux images de la semaine. Stéphane, on reste avec vous. Votre image de la semaine, ce n'est plus Manuel Valls, c'est François Hollande, dans la cour de l'Élysée, qui nous parle de la crise grecque. Oui, c'était lundi. Cette image il y a tout François Hollande, excusez-moi, il arrive, il est entre ombre et lumière, il va parler, parce que pendant que s'est passé cet attentat en France, il y a aussi la zone euro qui est en danger, et on a un François Hollande un peu bonhomme qui arrive, on est lundi. Donc 2 jours après les attentats. 2 jours après. Et là, il y a tout François Hollande, monsieur homme de synthèse qui dit ni oui ni non, qui attend de voir. Et on a l'impression que dans toute cette crise grecque, une nouvelle fois, la France, à qui on doit de l'argent, mais il ne sait pas sur quel pas danser. C'est toute la méthode qu'il a avec Bruxelles depuis qu'il a été élu. Et ça donne une image, je joue la carte du peuple grec. Je joue aussi la négociation. On ne se positionne pas vraiment. On ne se positionne pas alors que Angela Merkel est aux manettes
et qu'elle essaye de rattraper avec la BCE, et c'est elle qui travaille. On verra le sort du référendum, mais étonnant. Christian, votre image de la semaine, c'est Charles Pasqua, décédé à l'âge de 88 ans, figure du gaullisme, 2 fois ministre de l'Intérieur. Grande figure du gaullisme, mais aussi Charles Pasqua dans un contexte que nous vivons, dont on vient de parler, terrorisme. C'est quand même lui, je le rappelle, qui a dit il faut terroriser les terroristes. Et je pense qu'à cet égard, il a inspiré Poutine, qui est allé plus loin, qui a dit un jour il faut terroriser les terroristes jusque dans les chiottes, quand il parlait des Tchétchènes, qui sont souvent encadrés par des islamistes, des salafistes, qui sont dans le Caucase et qui représentent une menace pour la Russie. Donc à partir de là, moi je pense qu'aujourd'hui, on ferait bien de s'inspirer des propos tenus par Charles Pasqua. Terroriser les terroristes. D'ailleurs, il a peut-être un petit peu inspiré Manuel Valls. Merci. Il lui a fait applaudir à l'Assemblée nationale. Merci messieurs, merci. Restez avec nous sur i24 News dans un instant. L'invité de Toutes les politiques, c'est Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran.